Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire fascinante et souvent méconnue, celle d'un grand empire chrétien en plein cœur de l'Afrique, bien avant l'arrivée des colons. Préparez-vous à découvrir le puissant royaume du Congo. Quand on pense au christianisme en Afrique, on imagine souvent l'œuvre des missionnaires du 19e siècle. Mais la réalité est bien plus complexe et bien plus ancienne. L'histoire que je vais vous raconter commence au 14e siècle, au bord du fleuve Congo. C'est là qu'un ensemble de petites communautés s'unissent pour former un royaume qui allait marquer l'histoire du continent, le royaume du Congo. Sa capitale, Mbanza-Congo, deviendra le centre politique et spirituel d'une vaste région couvrant des parties de l'Angola, de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville actuel. Ce royaume était incroyablement bien organisé. À sa tête se trouvait le Mani-Congo, un roi élu par un conseil de grands électeurs. Il ne s'agissait pas d'une monarchie absolue où le pouvoir se transmet de père en fils. Non, le Mani-Congo devait prouver sa valeur et son leadership pour être choisi. Le royaume était divisé en provinces, chacune dirigée par un gouverneur qui collectait les impôts et rendait la justice au nom du roi. L'économie reposait sur l'agriculture, l'artisanat du fer et du cuivre, et un commerce florissant de tissus en fibres de palmier, de poterie et de sel. C'était une société structurée, avec ses propres lois et sa propre culture. Puis, en 1483, un événement va tout changer. Des explorateurs portugais, menés par Diogo Cao, atteignent l'embouchure du fleuve Congo. C'est le premier contact entre le Congo et l'Europe. Mais attention, il ne s'agit pas encore d'une invasion ou d'une conquête. Au contraire, les premières relations sont basées sur le respect mutuel et la diplomatie. Le Mani-Congo de l'époque, Nzinga à Nkougou, voit dans ces nouveaux arrivants une opportunité. Il est fasciné par leur technologie, leur savoir et surtout leur religion. Des échanges s'établissent. Le Congo envoie des ambassadeurs au Portugal et les Portugais envoient des prêtres, des artisans et des conseillers au Congo. C'est ainsi que Nzinga à Nkougou décide, en 1491, de se convertir au christianisme. Il est baptisé sous le nom de João Ier, en l'honneur du roi du Portugal. C'est une décision politique majeure. Pour lui, adopter cette nouvelle foi n'est pas une soumission, mais un moyen de moderniser son royaume, de renforcer son pouvoir et de s'ouvrir sur le monde. Mais la véritable révolution chrétienne du Congo a lieu sous le règne de son fils, Mvemba Nzinga, plus connu sous son nom de baptême, Afonso Ier. Afonso était un chrétien fervent et un visionnaire. Il monte sur le trône vers 1109 et va faire du christianisme la religion d'État. Il ne s'est pas contenté de se convertir. Il a voulu transformer son royaume. Il a fait construire des églises, a ouvert des écoles où l'on enseignait le portugais et le catéchisme et a encouragé l'aristocratie Congo à suivre son exemple. Afonso entretenait une correspondance abondante avec les rois du Portugal et même avec le pape à Rome. Ces lettres, qui ont été conservées, sont des témoignages incroyables. On y découvre un roi africain instruit, traitant d'égal à égal avec les souverains européens. Il ne demandait pas l'aumône, il demandait des maçons, des médecins, des enseignants. Il voulait créer une nouvelle élite Congo, à la fois chrétienne et africaine, capable de maîtriser les savoirs européens pour servir son propre royaume. Sous son règne, la capitale Mbanza Congo est rebaptisée Samo Salvador. La ville devient un centre chrétien vibrant. Imaginez, des églises en pierre au milieu de l'Afrique centrale au XVIe siècle. Le christianisme qui s'y développe n'est pas une simple copie de la religion européenne. Il se mélange aux croyances locales. Les saints chrétiens sont parfois associés à des esprits de la nature. La croix devient un symbole puissant qui s'intègre à l'art Congo existant. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. Le Congo a créé sa propre forme de christianisme, une foi unique et adaptée à sa culture. Pendant un temps, ce partenariat entre le Congo et le Portugal a semblé idéal. Le Congo se modernisait et le Portugal avait un allié puissant en Afrique. Mais une ombre terrible a commencé à planer sur cette relation, la traite des esclaves. Au début, les esclaves échangés étaient des prisonniers de guerre, comme c'était la coutume dans de nombreuses sociétés de l'époque. Mais la demande croissante des colonies portugaises, notamment au Brésil, a transformé ce commerce en une véritable industrie de la déportation humaine. Le roi Afonso lui-même a vite compris le danger. Dans ses lettres, il se plaint amèrement que les marchands portugais corrompent ses fonctionnaires et enlèvent même des membres de familles nobles pour les vendre comme esclaves.
Il écrit « Désespéré. Chaque jour, des marchands enlèvent nos sujets, enfants de ce pays, fils de nos nobles et vassaux, même des gens de notre propre famille. » Il a tenté de réguler, de contrôler ce trafic, de n'autoriser que le commerce légal, mais la machine infernale était lancée. La soif de profit était plus forte que les lois du roi. La traite négrière a commencé à ronger le royaume de l'intérieur. Elle a créé des guerres intestines, affaibli l'autorité du Mani-Congo et déstabilisé toute la société. Les provinces les plus éloignées préféraient traiter directement avec les marchands d'esclaves plutôt que d'obéir au pouvoir central. Le rêve d'Afonso d'un royaume chrétien moderne et prospère était en train de se transformer en cauchemar. Après la mort d'Afonso, le royaume a connu des hauts et des bas, mais il n'a jamais retrouvé la stabilité de son règne. Les conflits internes, alimentés par la traite, se sont multipliés. En 1665, une bataille décisive a lieu, la bataille de Mbwila. L'armée Congo affronte les forces portugaises et leurs alliés. C'est une défaite écrasante pour le Congo. Le Mani-Congo Antonio Ier est tué et sa tête est exhibée en trophée. C'est le début de la fin pour le grand royaume unifié. Après cette défaite, le royaume du Congo se fragmente. Il éclate en plusieurs petits royaumes rivaux et la guerre civile devient quasi permanente. San Salvador, la grande capitale chrétienne, est abandonnée et tombe en ruine pendant des décennies. L'unité politique est brisée. Pourtant, même dans ce chaos, l'héritage chrétien survit. Une figure extraordinaire émerge à cette époque, Kimpa Vita, une jeune prophétesse qui, vers 1704, prétend être possédée par l'esprit de saint Antoine. Elle prêche un message de réunification et de renouveau. Elle affirme que Jésus, Marie et les apôtres étaient en réalité originaires du Congo. Elle réinterprète le christianisme pour en faire une religion purement africaine et appelle à la fin des guerres civiles et à la restauration de la capitale. Son mouvement, l'antonianisme, gagne une immense popularité. Elle parvient même à réoccuper brièvement Sao Salvador avec ses milliers de partisans. Mais son succès inquiète les factions rivales et les missionnaires européens. Accusée d'hérésie, Kimpa Vita est capturée et brûlée vive en 1706. Malgré sa fin tragique, son message a profondément marqué les esprits et a montré à quel point le christianisme était devenu une partie intégrante de l'identité Congo. Le royaume ne retrouvera jamais sa gloire passée. Il survivra comme une entité affaiblie et morcelée jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est alors que les puissances européennes, lors de la conférence de Berlin en 1885, se partagent l'Afrique. Le territoire de l'ancien royaume du Congo est découpé et réparti entre le Portugal, la Belgique et la France, sans aucune considération pour son histoire et ses peuples. C'est la fin officielle d'un royaume qui a existé pendant près de 500 ans. Alors, que retenir de cette histoire? D'abord, que l'Afrique a une histoire politique et religieuse riche et complexe, bien avant la colonisation. Le royaume du Congo n'était pas une contrée primitive attendant d'être découverte. C'était une civilisation organisée qui a choisi sa propre voie et a interagi avec l'Europe sur un pied d'égalité pendant plus d'un siècle. Ensuite, l'histoire du Congo nous montre que la conversion au christianisme, n'a pas toujours été synonyme de soumission. Pour le roi Afonso, c'était un outil de modernisation et d'affirmation de son pouvoir. Les Congos sont adaptés et transformé cette religion pour en faire quelque chose qui leur était propre. Enfin, cette histoire est aussi une tragédie. C'est le récit d'un partenariat prometteur qui a été détruit par la cupidité insatiable de la traite négrière. C'est une leçon puissante sur la façon dont le commerce, lorsqu'il est déshumanisé, peut détruire des sociétés entières. Aujourd'hui, l'héritage du royaume du Congo est toujours vivant. Des millions de personnes en Afrique centrale parlent encore le Kikongo. Les vestiges de la capitale, Mbanza, Congo, sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et surtout, cette histoire nous rappelle de regarder au-delà des clichés sur l'Afrique et de découvrir la complexité et la richesse de son passé. Voilà pour ce voyage dans le temps au cœur du royaume du Congo. J'espère que cette histoire vous a autant passionné que moi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations historiques. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà ce royaume et ce qui vous a le plus surpris. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.